Pourquoi cette couleur? Pourquoi cette matière? Pourquoi cette forme? Bienvenue sur Studio Visite, le podcast d'art contemporain à destination des amateurs, collectionneurs et curieux de ce monde. C'est la première fois où je me retrouve incapable de prendre des photos. Chaque épisode, je rencontre un artiste pour décrypter et comprendre son art, sa démarche et son engagement. Un univers à parcourir ensemble pour atteindre l'essence même de leur créativité. Déjà, c'est dur pour moi de dire je suis artiste peintre. Que veut dire l'artiste? Je suis Lorraine, amatrice de curiosité et passionnée d'art. Je vous emmène avec moi visiter les studios de mes invités et découvrir ces personnalités sensibles en prise d'une mission, celle de traduire notre monde et de nous transmettre leur compréhension de celui-ci. Est-ce que, comme moi, vous vous posez ces questions parfois? C'est rare que je dise que mes toiles sont terminées. Studio Visite est un lieu d'expression et de partage pour vous faire découvrir l'art contemporain et vous ouvrir les portes de ce milieu passionnant, mais parfois déroutant. Allez, c'est parti pour Studio Visite. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans un nouvel épisode de Studio Visite, le premier épisode de la saison 4 du podcast. Quel bonheur de vous retrouver pour une nouvelle saison qui s'annonce riche et passionnante. Pour une rentrée en beauté, j'ai le plaisir de vous emmener au cœur de l'atelier bleu de l'artiste Mathilde Polidori. Mathilde m'a accueillie dans son atelier lors d'une belle matinée d'été. Son espace de travail se trouve au cœur d'un écrin de verdure où l'on entend les oiseaux chanter. Chevelure brune, grands yeux noisettes et silhouette menue, Mathilde me reçoit souriante, entourée de ses deux têtes blondes qui resteront bien sages lors de l'enregistrement. Mathilde a toujours été habitée par l'envie de créer, mais c'est après une première vie qu'elle va plus loin, propose son art et découvre son public. L'artiste propose des visages aux émotions douces, mais aux couleurs contrastées. Son travail me fait penser notamment au fauvisme, détachant la couleur de son objet de référence. Elle a développé un processus créatif très précis, impliquant patience et une note d'intuition. Au cours de l'épisode, nous avons parlé de son parcours, de ses étapes de création et de ses inspirations. Alors, installez-vous bien confortablement, profitez bien de cet épisode et bonne écoute. À très vite sur Studio Visite. Bienvenue Mathilde sur Studio Visite. Merci Lorraine de m'avoir invitée. Je suis très contente d'être avec toi aujourd'hui. Pour les auditeurs et auditrices qui nous écoutent, on est chez toi et aussi dans ton atelier que tu appelles l'atelier bleu. J'adore ce nom, déjà ça fait rêver et je me sens chanceuse parce que c'est splendide, il y a de la lumière, on est entouré de tes œuvres, donc c'est splendide et on est bien dans l'ambiance. Voilà, c'est un pas très grand atelier, mais quand même t'as de la place pour travailler, mettre tes œuvres, c'est très lumineux et ça donne sur un magnifique jardin où on entend des petits oiseaux. Donc j'espère que vous entendrez un tout petit peu ces petits oiseaux et ce calme. C'est vraiment idyllique. Je suis un peu jalouse, j'avoue. Je commence toujours l'interview en demandant aux artistes de se présenter comme ils le souhaitent. Ok. Alors, je m'appelle Mathilde Polidori, j'ai 35 ans, je suis artiste peintre. Je m'inspire surtout des gens qui m'entourent pour peindre des visages lumineux. Et mon travail tourne beaucoup autour de l'émotion, mais des émotions plutôt douces, sensuelles, apaisantes, et autour de la couleur. Je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler, mais j'essaye de creuser les ombres et les lumières avec des couleurs inhabituelles qui sont pas celles qu'on trouve dans la carnation habituelle de la peau. Ouais, oui, c'est sûr, on aura l'occasion d'y revenir parce que moi, ça m'a fait penser à des influences. Donc, je ne spoil pas pour l'instant, mais c'est vrai que en gros, tu détaches la couleur de référence et tu utilises une palette très variée pour dessiner et peindre tes visages. Mais on aura l'occasion d'en reparler.
Avant, j'aimerais bien que tu me racontes comment t'es devenue artiste. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui tu fais tout ça? Alors j'ai un parcours artistique un petit peu atypique parce que j'ai pas fait de grande école d'art. Si je retourne à on va dire ma petite enfance quand même, parce que je pense que c'est super important. Savoir ce qu'on aimait et ce qui nous faisait vibrer quand on était gamin en fait. Et moi quand j'étais gamine, de toute petite à la fin de mon adolescence, ce qui me faisait vibrer c'était les travaux manuels quoi. Tout ce qui était art plastique, la peinture, le dessin, les perles, je sais pas si tu vois ce que c'est, les découpages, tu vois pas ce que c'est? Non, je vois pas. C'était du collage de feuilles sur tout type d'objets. Enfin bref, je passais énormément de temps dans les magasins d'art créatif pour toucher un petit peu à tout. Et ça a rythmé quand même un peu toute mon enfance, mon adolescence. J'ai continué avec une option art plastique au lycée, j'adorais. Et puis figure-toi que au moment de faire un choix d'études, ça m'est pas du tout venu à l'esprit. Mais t'étais dans une famille, par exemple, avec des artistes très créatifs ou pas? Ouais, je pense non, pas forcément. Mais après, ma mère m'encourageait dans ce que je faisais, mais on s'est pas dit en fait. Tiens, pourquoi on partirait pas sur des études d'art? Et il se trouve que j'étais assez brillante à l'école et du coup la question s'est pas vraiment posée. J'étais en littéraire, je faisais art plastique, option théâtre, latin, grec, bref, j'essayais de toucher un peu à tout, mais du coup on m'a dit toi tu vas faire Hippocagne. Ah oui. Et c'était l'excellence à ce moment-là. Et moi, en petite fille qui voulait bien faire première de la classe, je me suis dit, c'est ce qu'il y a de mieux. Et en plus, ça m'intéressait beaucoup parce que beaucoup de choses m'intéressaient. Et à ce moment-là, j'ai mis les arts plastiques de côté pour faire une prépa littéraire. Et là, je pense que j'ai commencé à arrêter un peu de peindre, c'est sûr. Et même de dessiner. Parce que c'était tellement prenant. C'est du boulot. Mais je te pose la question si t'avais des parents qui faisaient ça, parce que parfois, même dans une famille qui t'encourage et tout à développer ta fibre artistique, ce qui est déjà génial, mais c'est juste on n'y pense pas comme un métier, tu vois. Oui, mais c'est ça. C'est sûr qu'on n'y pensait pas comme un métier. Après, je sais que ma mère a une vraie affinité pour les arts et j'ai des beaux souvenirs aussi de quand j'étais petite. On avait un salon, il y avait que des œuvres bleues et tu vois, il restait les nus de Matisse, il y avait le bleu Klein et c'était hyper fort. Après, on avait une autre pièce où on avait des œuvres de Van Gogh, les tournesols et un autre chant de je sais plus quoi. Bref, c'était fort. Non, mais c'était présent. T'as vu beaucoup, mais c'est vrai que parfois on n'y pense pas comme un métier. Non, et mais donc ça, on s'oriente pas vers une formation qui fait que, après, ce qui est bien avec le métier d'artiste, c'est qu'on n'est pas forcément obligé de passer. C'est pas comme médecine, quoi. On n'est pas obligé de passer. On n'est pas obligé. Oui. Après, j'aurais toujours peut-être ce petit complexe de pas avoir fait ces études, mais bon, ça va me passer. Et juste pour finir, donc j'ai fait cette prépa, et ensuite j'ai fait 5 ans d'études supérieures en communication événementielle et relations internationales pour sortir avec un beau master, à l'issue duquel je voulais absolument travailler dans le secteur culturel parce que c'était vraiment ce qui m'attirait. Et j'avais réussi à faire un stage au musée du flamenco à Séville, puis m'occuper de la com pour un festival européen des arts de la scène à Lyon. Ça m'éclatait. Au moment de chercher du travail, j'avais des propositions, mais c'était malheureusement pas très bien payé. Et j'avais emprunté beaucoup pour payer mes études. Et je me suis retrouvée à Paris. À bosser chez Isabelle Marant dans la mode, ce qui était génial, même si c'était pas mon secteur de prédilection au départ. Et donc j'ai bossé pour elle pendant quasiment une dizaine d'années à m'occuper des événements et des plans de communication. Et j'ai renoué avec ma fibre artistique. Là, à la naissance de ma première fille, je me rappelle que je m'étais remise un peu à griffonner. Et d'ailleurs, mon mari m'avait dit
C'est quoi? En fait, tu sais dessiner? Je savais pas. Bah, pas trop. Ok. Comme quoi, même après des années Non, oui, c'est rigolo. Ouais, ça faisait pas non plus tant de temps que ça qu'on était ensemble. Donc, il était vraiment dans une période de ma vie où j'avais mis ça un petit peu de côté. Ok. Et le confinement, ça a été un événement hyper déclencheur parce que j'étais à la maison, j'avais plus de temps et là je me suis remise à peindre. J'avais encore mon aquarelle d'adolescente et à partir de ce moment-là, mais j'ai plus lâché une seconde. Et là, j'ai testé des nouveaux médiums que j'avais pas encore testé, donc j'ai fait de l'acrylique, puis je me suis formée toute seule à l'huile. Maintenant, je peins qu'à l'huile. Et puis, surtout de fil en aiguille, j'ai commencé à montrer ce que je faisais à mes amis, à offrir, parce que j'ai une production assez prolifique quand je me suis remise, mais vraiment, c'était trop bien. C'était même un peu trop. Enfin, je pouvais faire plusieurs toiles par semaine, quoi. Ouais. Parfois, faut aller un peu dans l'extrême. Ouais, je pense que j'avais besoin de sortir beaucoup de choses. Et puis de fil en aiguille, il y a des gens qui ont voulu m'acheter ce que je faisais. Alors, je voulais pas, mais bon. Ouais, moi, au bout d'un moment, tu les connais pas, les gens. Alors, bon, ok. Et je me suis mise sur les réseaux sociaux. Sous l'impulsion d'une collègue de travail d'ailleurs, et qui m'a dit faut absolument que tu montres ce que tu fais, c'est trop chouette. Et j'étais hyper timide quand même. C'est assez intime, hein, son art. Tu te mets un peu à nu en fait, hein, finalement. C'est ce que tu sors de tes tripes, donc faut quand même avoir du courage pour pouvoir le montrer. Et puis aussi, je pense, se confronter à des critiques. La confrontation, elle est pas forcément évidente parce qu'évidemment les gens autour de moi sont assez bienveillants, ma famille, mes amis ou ceux qui sont intéressés. Et après, à des inconnus, tu peux te confronter à la critique, ce qui est pas toujours évident, surtout quand c'est quelque chose que t'as enfoui depuis longtemps et là que tu ressors. Oui, surtout au début quand je tâtonnais un petit peu en plus. Au début, je faisais, quand même, je me suis mise tout de suite à faire des visages. Hein. Ça, c'était quelque chose d'important pour moi. Mais évidemment, j'ai mis plusieurs années à trouver mon style et ma patte. Bref. Je l'ai fait, j'ai lancé mon Instagram et quasiment en même temps, j'ai créé mon statut d'artiste peintre pour pouvoir vendre sur mon site en ligne que j'ai aussi créé. Mais ce qui est important, je pense, à dire, c'est que je maîtrisais déjà ces outils de communication. Créer un site internet, c'était pas trop compliqué pour moi et gérer les réseaux sociaux non plus. Je pense que c'était ton métier. C'était avant. mon métier. Et ça a pris super rapidement. C'est trop bien. Donc et maintenant tu fais ça à temps plein. Voilà, maintenant je fais ça à temps plein. Donc rapidement je vendais bien, je commençais à avoir des petites parutions, des jolies collaborations et je me suis dit qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je continue à jongler avec mon métier qui me plaisait bien mais qui était pas ma passion ? Ou alors est-ce que je me mettais à 100% dans ce qui me faisait totalement vibrer et voilà. Et puis finalement, j'ai pas réfléchi longtemps, mais par contre, ça a mis du temps à mettre tout ça en place parce que ça faisait longtemps que j'étais dans cette entreprise et parce que j'ai une famille et il fallait trouver un équilibre. Ouais, c'est trop bien. Nous, on est content que tu l'aies fait. Comme ça, on peut en profiter. Et t'arrives à dire que t'es artiste ? Alors, super question. Au début, j'étais un peu, j'arrivais pas trop, non. Qu'est-ce que tu dis en soirée quand, oui, maintenant, j'arrive très bien. Oui, c'est bon. Je suis artiste peintre. Ouais. Alors, à un moment, je disais, je suis peintre. Alors, c'était drôle parce que les gens que je connaissais pas me disaient, peintre en bâtiment. En fait, non, je suis artiste peintre. Non, c'est bon. Maintenant, je l'assume totalement. Et les gens, je suis sûre que ça évoque de la curiosité. Ils ont envie de voir ce que tu fais. Oui, alors tout de suite. Les gens que je connais pas, ça c'est super agréable. T'es artiste, c'est marrant, ça fait un peu, je pense que ça fait un petit peu rêver dans l'imaginaire collectif. Et d'ailleurs, ce qui est très drôle, c'est que ça fait tellement rêver que les gens pensent que je suis dans mon atelier avec des modèles qui posent pour moi toute la journée. T'aimerais bien peut-être un jour. Oui, j'aimerais bien peut-être, mais bon, aujourd'hui il y a quand même peu d'artistes qui travaillent comme ça. Oui, non, c'est fini l'époque de l'académie. Oui, Louis XV. C'est ça. Mais vite, on me demande, montre, et super pratique. Maintenant, grâce aux réseaux sociaux, et au site internet, je peux rapidement montrer ce que je fais sans que les gens aient les toiles sous les yeux. Et on peut venir visiter d'ailleurs ton atelier ? Oui, mais on peut venir visiter mon atelier sur rendez-vous. Sur mon site internet, il y a un formulaire contact et je reçois beaucoup de gens et j'adore recevoir à mon atelier parce que, tu vois, c'est
c'est mon univers, quoi. Et il y a mes toiles, mais il y a aussi plein d'objets que j'adore. Là, t'es assise à côté de, attention d'ailleurs, d'une palette pleine d'huile. Il y a mes pigments ici. J'ai toujours des fleurs un peu partout, des œuvres d'artistes que j'aime bien et puis quand même pas mal de toiles en cours ou qui habillent l'atelier. Ouais, c'est clair. Non, c'est un. Et je me sens à l'aise ici. Ouais. Si vous avez l'occasion de prendre rendez-vous avec Mathilde, je vous conseille parce que ça vaut le détour. N'hésitez pas, même si c'est pas forcément pour acheter une toile, je reçois avec plaisir. Ok, c'est trop cool. Et comment tu décrirais un peu justement tes œuvres à quelqu'un qui ne les connaît pas, là, qui les verrait pas, voilà. Comment tu pourrais un peu décrire pour qu'on s'imagine ce que c'est? Alors déjà, il y a 2 types d'œuvres fortes. Il y a les dessins sur papier qui sont des études préliminaires au crayon, au feutre noir, qui me permettent de poser les ombres et les lumières sur mes visages. Donc ce sont des portraits très très rapprochés, des visages avec soit les yeux ouverts, soit les yeux fermés, mais comme je disais tout à l'heure, avec une émotion assez marquée, assez marquée, mais douce, pas pour le moment. Je travaille pas des émotions trop torturées. J'ai envie de faire passer quelque chose de c'est plutôt positif, ou agréable, un peu méditatif. Ouais. Exactement, oui. Et donc ces études préliminaires me servent derrière à poser mes visages sur toile. Et là, je vais me servir de la couleur qui est vraiment au centre de mon travail. Et ce sont des couleurs très très franches. Je sais pas forcément quand je commence une toile quelle va être la palette de couleurs. Souvent j'ai la première et ensuite ça vient au fil de la peinture. Et les visages sont décomposés grâce à des aplats de couleurs qui sont soit assez tranchés, soit au contraire pas si délimités que ça en fait. Tu vois là les aplats de couleurs, ils viennent se séparer. Parfois il y a une ligne qui sépare bien les aplats. Parfois c'est plus fondu en effet. Exactement, fondu. Et ça, il y a un dégradé mais très très subtil qui amène vers une autre couleur. Ce qui du coup en fonction de la toile crée plus ou moins une intensité à certains endroits et d'autres moins. Exactement. Et c'est vrai que les visages sont très zoomés. On est très proche souvent des visages des modèles, enfin des personnes qui sont représentées. Et c'est vrai que tu as une palette de couleurs vraiment très variée. J'adore. Moi je suis entourée, donc là je suis en train de regarder et me nourrir de tout ça. Et c'est des émotions, oui, quand même plutôt positives ou méditatives, de calme, mais c'est vrai que c'est pas très torturé. Faut pas s'imaginer quelque chose de très crispé. C'est pas très crispé. J'y viendrai peut-être hein, mais là j'ai trop de choses en tête dans cette voie-là pour passer à quelque chose de plus torturé. Et puis je pense que j'en ai besoin aussi. Et juste pour finir sur la description, en fait, pour arriver à cette impression de vibrance, de couleur, je creuse énormément dans la matière, donc l'huile, et sur une toile comme celle qu'on est en train de regarder, il y a à peu près 4 voire 5 couches. Ok. Et c'est pourtant, ça que tu veux dire par creuser? Ouais, c'est ça. Et tu vois par exemple la première couche c'était du jaune, c'est mon fond. Okay. Tu vois encore. Ah oui, on le voit un du petit coup, peu. Tu vois, ça donne une chaleur, alors que là, la moitié du visage est bleu. Ensuite, il y avait du rose, du blanc, du bleu, du orange, qui sont plus ou moins intenses selon les zones. Et la peinture à l'huile te permet de donner un rendu quand même assez lisse alors que c'est creusé. Et alors ça, je trouve ça... Ok. Donc si je récapitule, c'est-à-dire que tu mets plusieurs couches de plein de couleurs différentes. Oui, mais entre chaque couche, il y a plusieurs jours parce que c'est la peinture à l'huile. Alors ça met des jours à sécher. Tu vois, là, celui-là, je l'ai commencé il y a 3 semaines. Et là, j'en suis à la 3e couche. Mais tu vois, je pense que je vais avoir besoin de 6 couches. Ok. Ok, donc en gros, parce que moi je suis pas peintre, donc du coup j'essaie de m'imaginer. Tu mets par exemple d'abord une couche de jaune, si c'est ton fond, après tu vas mettre une couche de rose. Alors après la première couche, je vais faire mon dessin. Ok. Tu fais le fond. Le fond, j'attends 2, 3, 4 jours que ça sèche un petit peu. Donc par exemple un fond jaune. Oui. On est ça, tu vois. Ok, donc tu fais un fond jaune. Après tu dessines.
Oui, après je dessine. Ok. Ensuite, je peins mes contours d'une couleur, ce qu'on appelle les terres. C'est des couleurs qui tournent autour du marron et du rouge. Ok. Je dis D'accord. jamais de noir en peinture. Jamais. Bon, c'est une règle d'or. Normalement, tu peux la transgresser, hein, mais moi, je m'y tiens assez. Ok. Donc tu fais ton dessin. Oui. Ok. Et après tu fais une autre couche d'autre chose. Oui. Par exemple. Je Quoi vais commencer par le blanc. Ok. Donc là tu. Toutes les parties illuminées du visage. Ok. On va dire. Tu vas mettre du blanc. Ouais. Ok. Et en même temps, je vais faire aussi mes autres couches. Donc, par exemple, je vais mettre du blanc. Ensuite, là, il y a 2 roses différents, même si, étant donné que le fond était orange, on se rend pas encore compte que c'est rose. Ok. Ensuite, je attends que ça sèche un peu plus longtemps, peut-être une semaine. Ensuite, je vais refaire. Et là, je vais refaire ça 2-3 fois. Waouh. Ok. Pour arriver à un rendu hyper où les couleurs sont vraiment vibrantes et très Oui. très présentes, alors que là on est encore dans du fondu. Elles sont très lumineuses. Elles Oui. sont vraiment. Elles viennent dans ton visage. Ouais. Ok. Donc et comment t'as appris cette technique-là, parce que c'est pas évident en fait. Là, j'ai appris toute seule. Ok. Tu l'as un peu créé quoi. Bah oui, pour moi, j'ai beaucoup regardé. En fait, je suis une grosse consommatrice de vidéos sur YouTube. Ok. Alors, les documentaires sur les artistes ou des artistes qui se filment en train de créer, parce que la peinture à l'huile aujourd'hui, c'est pas la peinture la plus utilisée. D'accord. L'acrylique a été créé au XXe siècle. C'est une peinture à base de plastique, assez bon marché, qui sèche vite et du coup qui est la plus prisée aujourd'hui des artistes peintres. Donc on est un peu moins nombreux à utiliser l'huile, mais pour moi, ça offre des possibilités en termes de création qui correspondent plus à ce que je veux faire. Et j'ai appris comme ça. Et récemment, j'ai rencontré un artiste peintre sculpteur qui m'aide beaucoup justement dans ma bonne utilisation des bonnes pratiques. Ok. Lui a fait les Beaux-Arts de Paris il y a 50 ans. Ok. Et du coup, il m'apprend des choses que j'ai même pas trouvées sur Internet. Ok. Et grâce à lui, je me suis mise à faire mes peintures toute seule avec des pigments, donc des pigments purs que je mélange à de l'huile de lin. Tu vois, là, regarde, Ah je suis oui. en train de faire une peinture là-bas sur la petite plaque en marbre, Ah oui. un magnifique rouge. Et là, ça m'apporte encore des nouvelles possibilités et un champ d'expérimentation de dingue. Ouais, parce que ça, tu vois, je trouve ça hyper intéressant que tu puisses nous en parler, parce que quand on regarde tes œuvres, il y a énormément de couleurs, on voit le travail aussi du dessin, du travail de la couleur, mais on se rend pas compte qu'en fait, t'as vraiment cette accumulation de couleurs. On se rend pas compte, non. Je pense que au début, au premier regard, Non. en tout cas, on se rend pas compte que t'as fait tout ce travail de fond, Non. d'accumulation de couleurs, de placement de couleurs aussi petit à petit. Et en plus, il faut avoir une vision vachement de la fin, parce que Oui, ça, parce que quand et d'ailleurs, même moi, ça me gêne un peu. Tu vois, là, j'en ai un en cours et je sais pas encore à quoi il va ressembler, mais j'aime pas forcément. Oui. Il y a certaines étapes que j'aime bien. Quand il y a juste le premier trait, par exemple, je trouve que c'est assez esthétique, ou juste le blanc, et après il y a des entre-deux qui te dérange. qui me dérangent parce qu'on n'est pas sur une étape la plus harmonieuse esthétiquement parlant. Ouais, Mais ouais. bon, je sais que ce sera. Oui, mais c'est pas fini. Non, c'est pas Ouais. fini. Mais ouais, on se rend pas compte en fait que t'as tout ce travail d'aplat, d'accumulation, d'harmonisation de la couleur, plus toi maintenant tu crées tes enfin peut-être pas tout, mais tu crées tes couleurs, et en plus il faut quand même une certaine patience, parce que toi t'es obligé d'attendre que ça sèche. Oui, c'est pour ça que j'ai toujours maintenant 2, 3, 4 toiles en cours. Ok. Trop bien. Franchement, c'est impressionnant. Si on reprend un peu ton processus créatif, est-ce que quand même tu peux me dire, voilà, comment ça part du début? Oui. Après, rapidement, on a compris qu'il y avait ce travail d'aplat de couleurs. Oui, et mais- comment ça finit, quoi? Parce que je sais qu'il y a tout un travail tout un processus. Bah déjà au début, donc je pars d'une photo. Ouais. Maintenant, tu prends. que je prends. Ouais. J'ai utilisé beaucoup de photos que j'ai archivé beaucoup de photos. Donc au début, je me servais de photos d'autres, mais que j'aimais beaucoup, mais ça m'embêtait un petit peu parce que j'avais envie que de A à Z ce soit mon travail. Ok. Et puis j'avais aussi envie de peindre des gens qui me touchaient, Ok. qui m'entouraient ou qui m'avaient touché parce que je les connaissais pas forcément, Ok. mais qui acceptaient de se prêter au jeu. Donc je pars d'une photo que je prends dans un moment assez particulier parce qu'il faut
Il faut que la personne soit hyper détendue. Ok. Donc, je lui demande déjà si elle est d'accord et je lui explique comment ça va se passer. Ok. Et deuxième facteur hyper important, ça va être la lumière. Donc, c'est une photo prise en extérieur. D'accord. C'est bien qu'il y ait que le soleil soit là. Ok. Pour que j'ai des belles ombres et une belle lumière. Mais plutôt la lumière du soir, un peu plus douce, tu vois, le soleil de fin de journée entre 4 et 6, c'est parfait. Ouais. Tu vois, ça demande pas mal de paramètres. Et c'est des gens que tu connais ou La plupart du temps, c'est des gens que je connais. Okay. Mais bon, parfois c'est des gens que je connais pas trop, que je rencontre chez des gens ou sur une expo ou dans la rue. Ouais. Et je leur demande s'ils sont ok pour se prêter à ce petit photo shoot qui dure pas très longtemps. Ça dure entre 5 et 10 minutes. Je fais une petite relaxation de 1-2 minutes pour que les gens se détendent un peu. Ah, c'est génial. Et ensuite, je leur demande de prendre quelques pauses en fermant les yeux, en ouvrant les yeux, en me regardant pas. J'aime bien parfois aussi travailler avec 2 ou 3 personnes, comme ça me fait plusieurs sujets. Et voilà, c'est fini pour cette partie photoshoot. Les gens, à la plupart du temps, ne voient jamais ces photos parce que je suis pas photographe et que c'est pas ce qui importe. Et d'ailleurs, je montre jamais les photos aussi. Je partage beaucoup de choses sur les réseaux sociaux, mais jamais ces photos-là. Ok. Et ensuite, je choisis la photo qui me plaît le plus. Je la zoome au maximum, même si déjà elle est elle est prise d'assez près. Et toi, tu vas avoir le privilège, par exemple, de voir une photo, celle-ci, de l'œuvre qui est en cours juste là. Ça, c'est une jeune artiste qui s'appelle Safia, que j'ai rencontrée lors de la dernière exposition que j'ai faite. Elle est magnifique, cette femme, et on voit vraiment qu'elle était hyper détendue. Oui. Et donc tu vois la photo, je l'imprime en noir et blanc pour ne pas me faire influencer par les couleurs. Ah oui, ok. Comme ça, après toi, tu peux retravailler la couleur du tout début et tu t'es pas un peu influencé sur la couleur de sa peau, la couleur de ses sourcils, exactement. La couleur de ses cils, de la ses couleur lèvres. De la lumière. Et à partir de cette photo, je fais mon étude préliminaire au feutre. Ouais. Donc là, ça me permet de distinguer les zones d'ombre et les zones de lumière. Et moi, je sais, suivant la manière dont je vais poser mon feutre, mes petits mes hachures, je sais que là ça va être très fort, là ça va être moins fort en intensité de couleur. Ok. Voilà. Ah oui, t'as un peu ton petit code de hachure. J'ai mon petit code. Donc pour décrire un peu aux auditeurs et auditrices, en gros, tu délimites des parties du visage. Donc le visage est découpé en zones, quoi, enfin délimité en zones. Et tu fais des hachures plus ou moins intenses, ce qui va te permettre un peu après de poser tes couleurs à partir de ce code de hachure. Exactement. Voilà. Ok, très bien. Ok. Je pourrais avoir des petits numéros, tu sais, à la place des hachures, comme les toi, c'est ton petit langage de hachures, voilà. Et ensuite, je mets la photo de côté pour plus me faire influencer non plus par la photo. Ok, mais tu les gardes quand même, tu les archives? Oui, je les garde, je les archive, les photos. Mais bon, tu sais, j'imprime sur mon imprimante. Là, tu vois un peu le quadrillage pour bien faire le dessin. Et ensuite, je passe à la toile. Okay. Donc de plus ou moins grand format. Pour celle-là, je pars d'un format assez grand, mais bon, j'ai des formats aussi plus classiques en 30-40 et je monte jusqu'à 90 par 1,50 à peu près. Et là, comme t'as vu, je suis en train de faire une grande fresque murale dans mon jardin où je suis sur des formats encore plus grands. Ouais. Et là, du coup, pour reprendre ce que je disais avant, je passe au process de couleur qu'on a décrit auparavant. Et tu me demandais jusqu'à la fin, une fois que j'ai terminé toutes les couleurs, il faut laisser sécher à peu près 1 mois avant de pouvoir vernir. Et là, tu passes un vernis ou brillant ou mat, c'est pas le même rendu. Et le vernis sèche assez rapidement. Et là, ton œuvre est prête à être exposée ou vendue. Trop bien, ouais. Donc c'est quand même un process assez long. C'est un temps assez long avec l'huile. Mais tu vois, j'ai aussi travaillé pas mal à l'acrylique. Là, j'en fais quasiment plus, sauf quand j'anime des ateliers parce que je peux pas. Ou alors il faudrait que les gens soient déjà un petit peu familiarisés avec l'huile. Et là, je travaille à l'acrylique. Mais avec l'acrylique,
elle est sèche en quelques heures et tu la vernis aussi, mais bon, le temps est pas, c'est pas la même temporalité. Est-ce qu'il y a pas un peu le plaisir de faire durer aussi cette toile de... Oui, peut-être maintenant que je peux prendre ce temps. Tu vois, peut-être qu'aussi quand j'avais pas le temps, que je travaillais à côté, l'acrylique ça me permettait d'aller plus vite et de sortir plus d'œuvres que j'avais en tête plus rapidement. Maintenant, j'ai plus cette urgence-là. Trop bien, c'est hyper intéressant. Et t'as jamais pensé, mettre les photos du début, les étapes un peu, ça c'est jamais un truc où tu t'es dit... C'est-à-dire exposer, c'est-à-dire si on voyait la photo d'origine, après ton étude, après la toile. Pour l'instant, je les montre pas du tout. Okay. En plus, j'ai des gens qui sont pas très à l'aise avec les photos. Par exemple, j'ai des amis qui me disent ok, je suis d'accord pour que tu fasses mon portrait, mais même si, tu sais, c'est pas si évident non plus d'accepter parce que c'est vachement intime. J'étudie les traits à fond et j'ai un peu l'impression je vis avec les gens le temps de la peinture, hein. Ouais, donc de 1 ou 2 mois, quoi. Ouais. Et la photo, c'est la photo prise d'aussi près, les gens sont pas forcément à l'aise. Et comme je t'ai dit, je suis pas photographe non plus. Et je sais pas, j'ai pas pensé. Et même, tu vois, je les montre pas. Pour l'instant, c'est pas la démarche en tout cas. Mais par contre, au début, je montrais pas les études préliminaires. Et en fait, les gens m'ont dit mais elles sont trop chouettes tes études. Du coup, je les montre et je les vends et ça marche très bien. En plus, c'est beaucoup plus accessible qu'une toile. Ouais. Bah oui. Ouais, non, parce que je trouve ça hyper intéressant aussi de voir le déroulé, comment ça devient. Oui. Mais je l'explique facilement, mais tu vois, ça laisse une petite part de mystère, entre guillemets, à ce process créatif. Ouais, donc bien prise de photo. À partir de cette photo, tu fais une étude à peu près de la même échelle pour préparer, en fait, la toile derrière. Mais elle me plaise quand même, ces photos, si je peux me permettre. Je lance un... Regarde, ça, c'est une de mes meilleures amies, mais alors, qui est absolument magnifique. Et elle voulait vraiment pas que je montre la photo. Même si j'en avais jamais montré, elle voulait vraiment s'assurer, alors que, tu vois, elle est vraiment très belle. Ça, c'est un couple d'amis. Je les ai pas encore commencé. Mais moi, je trouve ça aussi intéressant de voir comment ça évolue. Ah oui, ça avec tes petites filles. Trop bien. Super. Et justement, j'aimerais bien qu'on creuse un peu sur... là, tu me disais que tu faisais tes couleurs. Voilà. Quel est le travail de recherche que tu fais autour de la couleur? Comment t'arrives à les harmoniser? Tu vois, parce que en vrai, il y a une vraie vibration qui ressort. Aussi, tu utilises des couleurs qui sont pas de la même famille, chaude, froide, mais pourtant il y a un rendu hyper harmonieux. Donc j'imagine tu regardes. Je vais peut-être te décevoir parce que c'est assez instinctif. Je ne suis pas déçue. Pour le coup, autant je réfléchis beaucoup pour certaines autres étapes de mon process créatif, mais la couleur, comme je te disais tout à l'heure, souvent j'ai la première, celle du fond, en tête, mais les autres, ça vient vraiment au fil de la peinture. Je me dis tiens, mais en fait là c'est sûr qu'il faut du jaune, enfin pour cette émotion, mais je pourrais pas. Tu fais un peu des synesthésies en fait. Oui, c'est marrant, c'est ça. Oui, mais alors là pour le coup je sèche un peu pour te répondre, tant je réfléchis pas et je mets pas de mots sur cette étape, quoi. Je suis un peu en transe quand je suis en train de passer à ma couleur et je me laisse porter par l'instinct sans me demander si ça va marcher ou pas marcher. Et parfois ça marche pas. Parfois ça marche pas, mais du coup j'attends que ça sèche, je repasse une autre couleur, je tâtonne. Ouais. Non mais c'est ton œil d'artiste en fait, c'est tout. Parce que moi en regardant ton travail, c'est vrai que j'ai pensé à 2 choses. Déjà au tout début de ton travail, de ce que j'ai vu sur tes réseaux, voilà. La vision, c'est... Moi, j'ai vu au début, c'était un peu plus abstrait. Et il y a c'était assez proche du cubisme. Enfin, oui, c'est marrant. Moi, je pense un peu, notamment à une œuvre, les cariatides. Ça m'a fait penser à ça. Ça, j'ai beaucoup aimé explorer les cariatides. Faudrait peut-être que C'était super intéressant et ça m'a fait penser. Et moi, j'ai regardé ton travail et j'ai pensé au fauvisme direct. Ah oui, c'est drôle. Oui, c'est les couleurs. Ouais, c'est les couleurs. Parce qu'en fait, c'est ça, tu détaches la couleur de son objet de référence
Et quand tu regardes certaines œuvres des fauvistes, eh bien, on retrouve cet aspect, pas surtout, mais on retrouve un peu cet aspect d'utiliser une couleur, de la détacher de son objet, de la mettre sur un autre objet. Bah oui, écoute, ça m'a fait... tu t'en parles beaucoup mieux que moi. Non, mais c'est vrai. Ouais. Ça m'a j'ai plein d'inspirations et au début elles étaient plus franches et maintenant il y en a de plus en plus parce que j'essaye de me nourrir de beaucoup d'artistes que je connaissais pas forcément quand j'ai commencé à peindre et parfois je suis même pas consciente de telle ou telle inspiration. Pour les cariatides, en l'occurrence, je m'étais inspirée des cariatides peintes par Modigliani, qui n'étaient pas du tout colorées comme ça. Mais c'est un thème qu'il a beaucoup étudié en dessin, en peinture et en sculpture aussi. Et en fait, pour vous expliquer, pour ceux qui ne savent pas ce que sont les cariatides, c'était les statues porteuses dans la Grèce antique, en fait, ces femmes magnifiques qui portaient les bâtiments. Et en gros, c'est comme une colonne. Oui, c'est ça, les colonnes. Mais c'est sculpté. C'est une colonne sculptée en forme de femme, et c'est une colonne d'un temple, en fait. Enfin, exactement. Ouais. Il y en a encore aujourd'hui. D'ailleurs, si on lève les yeux dans Paris, on peut en voir certaines. Et en fait, j'ai trouvé ça hyper moderne avec tous les débats qu'on a pu avoir ces derniers temps autour de la charge mentale, ces femmes qui portaient les bâtiments déjà à l'époque. Bref, ça m'a interpellée. J'avais pas mal travaillé là-dessus, mais quand je travaillais plus le corps, faut que j'y revienne aussi. Non, mais je trouve il y a un travail de la ligne, moi, qui m'a fait un peu penser au cubisme. C'est vrai que tu travailles aussi la couleur, mais il y a un travail de la ligne. Et après, c'est vrai que tout ces aplats de couleurs où tu détaches la couleur d'origine de l'objet, parce que tes visages ils sont pas beige quoi. Enfin, tu vois, moi si on me demandait la avec couleur mon de la niveau, peau. voilà, je ferais avec en fait, ou un beige ou une couleur noire ou en fonction de l'origine de la personne. Mais et toi, tu détaches ça, et moi, ça m'a fait vraiment penser aux premières peintures du fauvisme, et voilà, j'ai vu cette influence-là. En vrai, je ferai une petite comparaison, et je montrerai pourquoi ça m'a fait penser à ça. Oui, c'est une bonne idée. Je te montrerai, trop bien. Et t'as eu d'autres influences un peu comme ça? Qu'est-ce que t'as regardé? Ouais, j'en ai beaucoup. Donc au départ, c'était plutôt des grands peintres assez classiques, parce que je les connaissais déjà. Donc que ce soit Matisse, Picasso, mais alors maintenant j'ai un peu du mal à me dire que j'aime bien Picasso tellement j'ai lu et écouté des choses sur l'homme qui me déstabilise. Qui me déstabilise. Mais bon. On peut quand même pas enlever le génie du peintre. Oui, c'est sûr. Mais par contre, l'homme apparemment était absolument détestable. Et quand on voit en fait que dans des peintures qu'on admire, il représentait des femmes absolument dévastées ou en train de se faire violer ou je ne sais quoi, c'est plus difficile de s'en approcher. Ouais. Donc je le cite plus trop, je te le dis quand même parce que bon, au niveau de son travail, de la couleur et du trait et ses constructions, déconstructions, c'est un génie. Hein. Et surtout quand tu creuses tout son travail, le mec il savait tout faire pour tout déconstruire. Il a maîtrisé la technique. Ça les gens le savent pas forcément. Ouais, parce qu'en fait Picasso, avant de faire du cubisme et de réduire la ligne vraiment au minimum, en fait c'est un peintre incroyable. Il a une période rose, une période bleue qui est assez impressionnante. Donc on va passer rapidement là-dessus. Modigliani, Klimt, des grands. Et ensuite, j'ai essayé de beaucoup me renseigner sur le travail d'artistes peintres femmes. Ok, ouais. Et là, je suis tombée en amour de l'œuvre de Niki de Saint-Phal. Ah oui. Ses couleurs, ses nanas. Et bon, elle était très torturée, Niki de Saint-Phal, et son histoire aussi est passionnante. Et puis, le couple qu'elle formait avec Corentin Gly. Couple d'artistes mythiques, mais très passionnel, une relation très passionnelle, très violente parfois. Et d'ailleurs il y a un film qui va sortir sur sa vie. J'ai trop hâte, et je crois que c'est Charlotte Lebon qui va jouer Niki de Saint-Phal. Trop bien. Et je sais plus quel acteur magnifique qui va jouer son mari. Donc
auquel à chaque fois que je me plonge quand même, que je me passionne pour un artiste, j'essaie de tout lire, tout voir, ce qui existe autour de l'artiste. Et donc elle m'inspire pas mal au niveau de la couleur, en tout cas. Encore un petit peu avant, il y a Suzanne Valadon, je sais pas si tu vois cette artiste du début du 20e, hyper femme forte, quoi, hyper culottée, qui était modèle au départ et qui ensuite, qui était déjà peintre, mais qui du coup a réussi à se faire connaître aussi pour sa peinture, ce qui n'était pas forcément évident à l'époque. Et pour parler d'artistes contemporaines, c'est quand même important. J'aime beaucoup l'artiste française, mais expatriée aux États-Unis, Claire Tabouret, qui peint beaucoup, pas que, parce qu'elle fait aussi des paysages, mais bon, elle peint beaucoup de visages, de personnes en groupe. C'est assez fort ce qu'elle fait. Et ce qui me plaît le plus, c'est son travail autour de la couleur. Ok. Et puis je regarde, je suis très attentive aux autres artistes parisiennes, mais bon, aujourd'hui grâce aux réseaux sociaux, françaises, t'arrives à avoir accès au travail d'artistes un peu partout dans le monde, donc des artistes de mon âge, et je pense qu'on est beaucoup à travailler autour de couleurs assez fortes. Oui, en plus la première fois que je t'ai rencontré, t'étais dans une expo collective, ça permet aussi de rencontrer des gens, ça inspire, ça donne des idées, c'est hyper intéressant aussi. Et j'aimerais bien que tu me parles aussi de ton travail en série, parce que tu fais des séries quand même. Oui. Ça, tu m'en as pas parlé. Tout à fait. Donc j'aimerais bien que tu me dises un peu comment tu les construis, comment ça se passe. Alors je travaille autour de 5 séries à peu près. Ok. Donc j'ai une série autour du regard. Ça va être toutes les émotions assez douces sur un visage. Donc là je dis assez douce, mais c'est vrai que celle-là, c'est la plus perturbante. Elle s'appelle Night Anxiety. C'est peut-être la seule un petit peu, pas torturée, hein, mais qui peut perturber un petit peu. Donc, ça va être c'est que des femmes. Cette série Regard. Des femmes croppées de très près, où les yeux, le regard a une importance fondamentale, qu'il soit ouvert ou fermé, en fait. Ok. Donc ça, c'est une des premières séries. Ça, c'est une des premières séries. Ensuite, j'ai une série autour de la masculinité. Là, t'en as un donc, qui représente des hommes, qui s'appelle Dreamers. Je trouvais qu'on représentait pas suffisamment les hommes, tu vois, en peinture. Et du coup, j'ai commencé cette série il y a un moment, et j'adore dessiner ces hommes. Ouais. Ok. J'ai une série autour des femmes solidaires, fortes et bienveillantes, qui s'appelle Sororité. Ok. Est-ce que j'en ai là des... Ah voilà, là j'en ai. Ok. Je crois que j'en ai déjà fait 7-8 autour de cette série. J'ai une série autour du couple qui s'appelle L'amour. Et une série autour des paysages, mais j'en ai plus là, parce que souvent ils partent assez vite les paysages, et j'en fais moins, qui s'appelle Paysage. Juste derrière. Ah voilà, il y a un paysage là-bas. C'est aussi des aplats de peinture. Je sais pas si tu connais Etel Adnan. C'est une artiste qui fait aussi, pas que, hein, mais des aplats de peinture, de paysage. Ça me fait un peu penser à ça, je te montrerai. Ah bah je reviendrai. Ouais. Mais ok, donc ouais, mais en gros c'est des séries où parfois tu travailles sur une, après tu reprends je les travaille tout en parallèle. Ok. Et puis pour chaque série, je peux travailler parfois plusieurs fois aussi le même portrait, en expérimentant des chromaties différentes. Ouais, ok. Et oui, tu joues un peu avec ça, et c'est possible qu'un jour il y ait une nouvelle série. Oui, on n'est pas à l'abri que je trouve un nouveau thème et que je commence une nouvelle série. C'est juste que j'aime bien aller en profondeur quand je commence je comprends. Une nouvelle série. Ça encadre un peu aussi les thématiques. Oui, je trouve que c'est important d'avoir un fil rouge. Trop bien. On va continuer sur une petite partie du podcast où j'aime bien connaître un peu vos routines, comment vous travaillez, etc. Moi, je trouve ça intéressant. Déjà, est-ce que tu travailles plus le matin, le soir? Comment t'organises un peu ton travail? Alors pour moi, c'est assez important, les routines. Okay. C'est marrant, c'est peut-être un truc que j'ai gardé de mon activité salariée, ou peut-être aussi parce que j'ai des enfants et que du coup on pose pas mal de routines. Mais j'ai une sacrée routine. Le matin,
je me mets toujours à travailler. J'amène les enfants à l'école et à 9h, je suis à mon poste, quoi. Okay, ouais. Et je commence plus tôt. Je fais à peu près 1 ou 2 heures d'ordinateur le matin. Donc répondre à mes mails, mettre à jour le site, préparer des contenus pour les réseaux. Et j'aime bien faire ça en petit déjeunant, tranquillement. Okay. Je petit déjeune pas avec les enfants parce que c'est beaucoup trop speed. Donc là, c'est mon moment tranquille. Et oui, ça me prend quand même un petit peu de temps. Après, si j'ai des ventes à faire partir, je m'occupe aussi de la logistique. Donc ça prend un petit peu de temps, de tout bien emballer, d'aller à la poste ou de déposer pour que les transporteurs viennent récupérer. Et souvent, je commence à peindre vers 11h midi. Ok. À peu près. Et toujours, j'écoute toujours quelque chose, que ce soit à la radio ou des podcasts ou toutes sortes de musique. Mais okay. Je suis jamais en silence. Ok, trop bien. Et j'aimerais bien aussi que tu me parles un peu des collabs ou des choses. Je sais que tu as fait une couverture. Je trouve ça tellement cool. Ah, j'étais tellement fière quand ils m'ont contactée. Tiens, regarde, elle est juste là. Ouais, t'as fait pour ceux qui veulent aller voir, parce que c'est vraiment trop cool. En gros, elle a fait la couverture du livre de Sophie Dole, Ainsi parlait Jules. Et en plus, tu connais Sophie Dole ? Je connais le livre et du coup c'est vraiment trop cool. C'est aussi une autrice qui fait un travail extraordinaire. J'adore cette autrice. Génial. Allez voir la couverture et ça c'est génial. Tu peux un peu me parler de ce projet ? Eh bien, en fait, c'est la nana de la communication des éditions Philippe Ray qui m'a contactée et qui avait déjà fait le montage avec une peinture que j'avais réalisée. Qu'elle avait trouvé sur mon site, Regard croisé. Donc, en plus, elle a monté les visages, tu vois. En fait, le haut et le bas et dans l'autre sens. Elle avait fait valider à Sophie Dole. Et du coup, elle m'envoie en me disant tout est validé de notre côté. Est-ce que vous seriez OK pour qu'on utilise votre peinture, votre œuvre avec ce montage sur le 4e roman de Sophie Dole? J'étais trop contente. Ah mais oui, hyper flattée. Et du coup, j'ai lu tous les 3 précédents romans de Sophie Dole et j'ai adoré son écriture et c'est une femme qui a une trajectoire de vie bouleversante, donc forcément touchante. Mais en plus, elle a une plume qu'on trouve pas si facilement chez les auteurs contemporains. Ouais, non, vraiment extraordinaire. Et quand j'ai vu que tu avais fait la couverture, je me suis dit. Mais c'est génial. Donc voilà, je voulais qu'on en parle un peu. C'est un super projet. J'espère que t'en feras d'autres. Moi aussi, j'espère. Oui, je suis c'est top. Très partante. J'aime bien finir le podcast sur de petites questions rapides, un peu rigolotes, si ça te va. Déjà, si tu pouvais acheter une œuvre. Sans limite de budget. Sans limite. T'es riche, t'as pas de limite, voilà. Eh bien, j'achèterais une nana pour la mettre dans mon jardin. Une belle nana. Ah oui, trop bien. Si tu pouvais dîner avec un ou une artiste. Du coup, je serais tellement contente avec ma nana que j'inviterais Nikita Safal pour qu'elle voit comme ça va bien dans mon jardin. Et c'est vrai que ça irait hyper bien dans ton jardin, si je peux me permettre. Est-ce que t'as un mantra, une phrase que tu te répètes, qui t'aide à avancer sur tes projets? Non. Je pense que j'ai plein de petites choses dans ma tête qui font qui m'aident à avancer. J'ai pas une phrase en soi. Pas de problème. Et ce que tu préfères dans ton métier? Oh là là. Beaucoup de choses. C'est ça qui aussi me passionne dans ce métier. Déjà, c'est d'avoir plusieurs métiers en un parce que je suis obligée d'être hyper polyvalente. Je passe pas 10 heures par jour à peindre. J'adore peindre. Mais bon, j'aime bien aussi gérer la communication. J'aime bien aussi aller au contact des gens qui aiment mon travail ou des potentiels clients. J'aime bien aussi animer des ateliers. Je le fais depuis peu avec Le Pan. Et j'apprécie beaucoup la transmission. Ouais. Et puis d'accompagner les gens qui ont arrêté la peinture ou les arts plastiques super tôt et de leur montrer qu'en fait ils peuvent faire quelque chose de super alors que ils pensaient pas, quoi. Ouais, ça c'est vrai que c'est super sympa. Et ce que t'aimes le moins? Ce que j'aime le moins, ça doit juste être la logistique, tu vois. Genre aller à la poste. Ça c'est ce que j'aime le moins. Faire la queue. Ouais.
c'est tout. Vraiment, on est quand même. Ah oui, si, autre chose quand même. C'est juste que c'est un métier où t'es indépendant, donc t'as une instabilité financière qui est pas très confortable. Voilà. Ouais, il y a une incertitude. C'est un petit stress qu'ont toutes les professions indépendantes. Ouais, je comprends. Et si tu n'étais pas artiste, qu'est-ce que tu ferais, genre un autre métier Mais ni le métier que je faisais avant. Ouais, voilà. Encore autre chose. Ouais, je sais pas. Mon autre passion de jeunesse que j'ai reprise d'ailleurs récemment, c'est le théâtre. Ok. En fait, de mes 13 ans à mes 23 ans, j'ai fait du théâtre comme une acharnée. Et après, en commençant à bosser chez Isabelle Marant, j'ai arrêté. Et là, je suis en train de reprendre. Donc, j'aurais été actrice. Peut-être qu'on te verra sur... Attends, je joue dans 10 jours, là, trois dates au Théâtre du Funambule. Tu vas nous redire ça. Et juste petite parenthèse, dans une pièce de Michel Ribes, Muséo Muséba. Donc tout se passe dans un musée, j'adore. Ah, mais c'est génial. C'est génial, oui. Ok, trop bien. C'est une pièce d'amateur, bien sûr, ouais, mais on s'éclate. Ça n'empêche pas d'aller la voir. Je pense qu'on peut aller la voir. Oui. Ok, tu vas nous dire ça. Déjà, est-ce que tu peux me dire où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux, etc., pour que tout le monde puisse aller voir ton travail, visiter ton atelier et tout, c'est super important, acheter tes œuvres, etc. Et après, tu me diras tes actus, donc dont cette petite pièce si tu le souhaites, tes actus et aussi tes prochaines expos pour la rentrée. Ok. Alors, vous pouvez me retrouver sur Instagram. Mon compte, c'est mpolidori avec le tiret du bas. Mais si vous tapez Mathilde Polidori, vous allez me trouver. Ouais. Mon site internet, c'est mpolidori.fr. Mais pareil, en tapant sur Google, normalement, j'arrive tout en haut. Et sur mon site, je vends des œuvres originales, des dessins, des toiles, mais aussi des tirages en édition limitée sur un magnifique papier et je vends, il doit en rester quelques sacs, des sacs en coton bio qui sont imprimés également. Et on me retrouve aussi sur Artspur. Mais bon, si vous avez l'adresse de mon site, c'est plus simple. C'est encore mieux. Ouais. Voilà. Ensuite, mes actus. Non, en septembre, de toute façon, j'ai fait une étiquette pour une bouteille de vin qui va sortir, je pense, génial. Très récemment. Ouais. Okay. Ouais, de ce peu, je veux dire. Regarde ces 3 sœurs là. Hop. Okay. C'est pour un domaine qui s'appelle Château des Vergers, le domaine de Cosima Bassoul à Lantigné. Et donc Cosima a 2 sœurs et on a décidé ensemble de travailler donc autour du thème de la sororité en représentant ces 3 femmes sur son étiquette d'un vin naturel pétillant. Que j'ai déjà goûté et que j'adore. Très bien. Ok. Là, je travaille sur une collaboration avec Tipto qui va sortir, je pense, à la rentrée. Ils m'ont demandé de peindre une pièce de leur mobilier et donc je vais peindre ces 2 bancs que je vais rassembler et ce sera, je sais pas encore si je vais faire 2 visages qui sont collés, contre joue. Ouais, joue contre joue. Donc une joue sur chaque face des bancs, ou alors un visage coupé en 2. Okay. Et du coup, quand tu le rassembles, ça te fait un visage. Ok, trop bien. Pour ceux qui connaissent pas Tipto, c'est des meubles. C'est de l'ameublement. Ils ont assez design. Et ils sont très connus pour leurs pieds de table, voilà, très designés, un métal, peu industriels, etc. Coloré. Trop bien. Et à la rentrée, 2e semaine de septembre, je vais faire une collaboration avec Shoes. Okay. Tu vois ce que c'est, Shoes? Une application de... Ah oui. On peut acheter plusieurs marques, etc. Oui, c'est ça. Ils sont plutôt axés sur l'artisanat et ils commencent à développer les collaborations avec les artistes. Trop bien. Et tu vas faire quoi avec eux? Eh bien, je pense que pour eux, je vais lancer des nouveaux tirages en risographie. Okay. C'était un projet que j'avais et donc je pense que je vais les faire en exclusivité pour eux et retirer certainement des sacs en coton bio. Ok. Et t'as des expos un peu prévus pour la rentrée pour l'instant? Pas pour la rentrée. Okay. Peut-être d'ici la fin de l'année. Ok, bon on va suivre ça sur tes réseaux. De toute façon, tu communiques tout sur Instagram, ton site, etc. Donc on ne loupera pas la prochaine. Trop bien. Merci beaucoup, Mathilde. Je t'en prie, Lorraine. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode de Studio Visite. Si vous avez apprécié notre échange, je vous confie la mission de laisser 5 étoiles et des commentaires sur votre plateforme de podcast préférée.
Pour aller plus loin, vous pouvez même écrire un petit mot à l'artiste pour l'encourager. Cela aide le podcast pour toujours proposer de nouveaux épisodes et attirer de nouveaux talents. N'hésitez pas à partager le podcast, en parler lors d'un dîner ou sur les réseaux sociaux. Vous trouverez tous les liens utiles en note de l'épisode. Merci encore pour votre fidélité. Je vous souhaite une journée pleine de beauté et à très vite sur Studio Visite.